de notre cours Diversité et inclusion 101. La France est un des pays de l'Union européenne où il existe le plus de discrimination au travail. À candidature équivalente, la probabilité pour les Français blancs d'être invités à un entretien d'embauche est de 50 à 100% supérieure à celle de Français issus de minorités non blanches. C'est beaucoup plus que dans les autres pays où des testings sur CV pour mesurer la discrimination à l'encontre de l'origine ethnique ont été menés. Cela révèle également que les seniors ont en moyenne 50% de chances en moins que les jeunes d'être invités à un entretien d'embauche. Cela met aussi au jour une discrimination spécifique à l'encontre des musulmans. La France ressort comme un des pays où les chances d'être rappelé par un employeur lorsqu'on a un nom à consonance africaine ou maghrébine sont parmi les plus faibles, déplore Stéphane Carcillo à la tête de la division emploi de l'OCDE. C'est dans la sphère du travail que l'origine, au sens large, origine, nationalité, lieu de résidence, apparence physique, langue, patronyme, demeure une des principales sources de discrimination. Ce phénomène touche autant le secteur public que le privé. La France est le pays dont le système scolaire reproduit le plus les inégalités sociales des pays de l'OCDE. La méritocratie est la bonne conscience des gagnants du système. Mais la mobilité sociale est aujourd'hui relativement limitée. En 2009, seuls 18% des enfants de salariés connaissaient une trajectoire sociale ascendante d'ampleur, c'est-à-dire les voyant accéder à un emploi de cadre supérieur alors que leurs parents étaient employés ou ouvriers. L'égalité des chances est un concept juste, mais aveugle aux inégalités sociales. À l'école, l'égalité des chances supposerait que la composition sociale des élites scolaires soit le reflet de la société en termes de classe sociale, de sexe, d'origine culturelle. Personne n'ignorant que derrière une rhétorique de l'objectivité républicaine, les concours et les examens aveugles aux différences et aux inégalités sociales sont les moyens les plus sûrs de les reproduire. L'école républicaine française met en avant la méritocratie, à l'inverse du système féodal de l'Ancien Régime qui était fondé sur les privilèges. Mais sous des dehors méritocratiques, on constate en fait que seule une minorité de privilégiés parvient à accéder aux grandes écoles. Les classes populaires en sont très largement exclues. Les grandes écoles ne parviennent pas à embrasser la diversité sociale de la population française. Il faudrait plutôt parler d'une méritocratie de classe. La méritocratie, oui, mais seulement pour certaines classes sociales. Les frontières entre les milieux socio-professionnels sont encore bien étanches. Si la mobilité sociale a progressé en 40 ans en moyenne, les chances de connaître une progression professionnelle se sont considérablement réduites. Si les inégalités de revenus restent contenues en France, la mobilité sociale, elle, a tendance à reculer et est en moyenne moins importante que dans les autres pays développés. Entre un enfant de cadre supérieur et un enfant d'ouvrier, à l'âge adulte, en moyenne, la différence de revenus atteint 1 000 € par mois, selon les calculs de France Stratégie. Quel est l'impact de l'oppression systémique sur les collectifs non dominants? En tant que minorité, vos options sont limitées. Soit vous vous démarquez, avec le risque d'être critiqué et exposé, soit vous vous intégrez, vous gardez la tête baissée, vous restez invisible, en sécurité. Soit vous adoptez la culture dominante, soit vous en êtes exclu. Soit vous vous assimilez, vous oubliez votre propre culture pour vous intégrer dans la société, vous jouez la bonne minorité, ou vous courez le risque de vous voir refuser de nombreuses opportunités. Soit vous changez de coiffure, d'accent, de couleur de peau, de taille de soutien-gorge, vous êtes docile, vous faites taire votre douleur, soit vous prenez le risque d'être perçu comme une minorité problématique, en colère. Les deux ont un prix extrêmement élevé. C'est pourquoi beaucoup de minorités répriment leur colère. Dans son livre intitulé « Le pouvoir de la colère des femmes », Soraya Chemali explique comment la colère a été au cœur de tant d'expériences pour les femmes et d'autres minorités. L'ensemble du collectif dit en fait aux femmes et aux filles de contrôler leur colère, de ne pas l'exprimer. Et petit à petit, nous apprenons à exprimer nos besoins et nos frustrations sans paraître en colère, ni exigeante, ni amère, parce que nous devons être gentilles tout le temps. Et cela a un prix émotionnel énorme, car ravaler sa colère signifie que cette émotion refoulée cible en fait votre esprit et votre corps. Nous avons déjà parlé de dépression et de maladie mentale, les filles pensent à se suicider 2 fois plus que les garçons. Et sur le plan de la santé physique, les femmes éprouvent bien plus de douleur que les hommes. Par exemple, nous avons différentes maladies qui sont directement liées à notre rage inexprimée, comme certains types de cancers et en particulier le cancer du sein. Nous pouvons donc voir que cette répression de la colère nous affecte et nous fait souffrir. Pourtant, la colère est une émotion positive, c'est un moteur, une émotion liée à la justice et au changement social. C'est parce que vous sentez qu'il y a un réel déséquilibre, une injustice autour de vous, que vos besoins ne sont pas satisfaits et que vous êtes en colère.
Alors, au lieu d'essayer de l'étouffer, comment pouvons-nous l'exprimer d'une manière saine et puissante, qui soit utile pour nous et pour le monde? Parce que chaque jour, on vous rappelle que vous n'êtes pas le bienvenu. Sur le lieu de travail, les préjugés peuvent se manifester de manière bienveillante, mais cela fait toujours mal. Et le collectif dominant demande souvent à la minorité de lui expliquer le racisme ou le sexisme ou la discrimination en place, les obligeant à faire tout le travail émotionnel. Chaque jour, à travers les histoires qui ne vous représentent pas, les blagues qui se moquent de vous, votre simple présence est remise en question. La recherche a montré que les microagressions, bien qu'elles soient petites et parfois innocentes, peuvent avoir un impact psychologique réel sur la santé mentale de leurs destinataires. Les minorités développent plus de haine de soi, c'est ce que nous appelons l'infériorité internalisée. Se dévaloriser, penser que le problème vient de nous, subir le trauma intergénérationnel. Et vous, avez-vous tendance à vous intégrer ou vous démarquer? De quelle microagression avez-vous été témoin? Envers vous ou envers les autres? Comment avez-vous réagi? Quel traumatisme intergénérationnel sévit dans votre famille? Quel impact cela a-t-il sur vous? Bon courage!